Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, Android qui s'ignore, rêveurs. Bonne année 2024. Bienvenue à IA Café, votre enquête sur l'intelligence artificielle. Je suis Jean-François Sénéchal. Je serai toujours Jean-François Sénéchal, chargé d'enseignement. Professeur d'éthique à l'Université Laval, nous sommes à Québec, au Québec. Bienvenue à votre podcast sur les enjeux éthiques, sociaux, légaux, techniques associés à l'intelligence artificielle. Premier épisode 2024, ça y est, c'est parti. Gros programme aujourd'hui. On vous a réservé, vous le savez, vous les attendiez, ce sera nos prix Lovelace et nos prix IARC. C'est pour nous, c'est notre revue de l'année 2023. Puis pour celles et ceux qui se sont ajoutés dans la dernière année, et vous êtes nombreux, vous savez peut-être pas là, c'est quoi nos prix Lovelace et IARC. C'est assez simple. En fait, on parle du meilleur et du pire en intelligence artificielle. Et lorsqu'on dit Lovelace, c'est pour nos meilleurs, ce qui se fait de mieux en intelligence artificielle. Et lorsqu'on dit IARC, c'est parce qu'on remet notre prix à n'importe quoi en intelligence artificielle qui nous fait dire IARC. Et donc, pour m'accompagner dans cet épisode, vous allez voir le montage aujourd'hui, là, ça sera quelque chose pour moi, là, parce que j'ai pas tout mon monde en même temps, mais c'est pas grave, je ferai le montage au besoin. Ils sont deux pour l'instant avec moi en studio virtuel. Stéphane Minéo est là. Comment ça va, Stéphane? Ça va. Bonne année à toi. Yes, t'as passé un beau temps des fêtes, t'es-tu reposé un peu? Oui, très bien. Je me suis bien reposé pendant les vacances. Qu'est-ce qu'on fait pour se reposer pendant les vacances, Stéphane? Qu'est-ce qu'on fait pour se reposer? Ben oui. Eh oui. Mais pas du ski ici. Non, on parlait de ça là, dans notre avant-enregistrement. Il n'y a pas beaucoup de neige en France en ce moment. Là. Non. Mais non, bon, moi j'aime bien en général me balader et profiter, lire. Voilà comment on se repose. Marcher, profiter, prendre l'air pur un peu. Et pour m'accompagner aussi aujourd'hui, pour nous accompagner, Stéphane et moi, Véronique Tremblay est là. Comment ça va, Véronique? Très bien, Jean-François, comment ça va? Bonne année à toi. Je sais que tu aimes ça, te faire dire bonne année. On parlait de ça là, aussi dans notre avant-enregistrement, la Véronique. Ben tannée de croiser du monde, puis t'es obligé de dire bonne année, bonne année. C'est sûr qu'on est toujours dans ces petites formules de politesse là, qui veulent pas dire grand-chose. C'est ça, c'est qu'on est l'ordre de la formule de politesse. On se pose pas la question pour vrai ou on se le dit pas pour vrai. Donc, c'est pour ça que ça me dérange toujours un peu. Hein. Bon, mais là, je te le dis pour vrai. T'es bien gentil. Je te souhaite vraiment une bonne année, Véronique. J'espère que ça va bien se passer pour toi cette année. On a tous des projets. Je suis sûr que t'en as plein. Comment tu t'es reposé pendant le temps des fêtes? Es-tu reposé un peu? J'ai pas pris beaucoup de vacances puisqu'il y avait pas suffisamment de neige. J'ai décidé de garder mes vacances j'ai décidé d'attendre la neige pour prendre mes vacances pour pouvoir faire un peu de ski de fond. Bon, mais tu vas être prête pour prendre tes vacances parce que là, il y en a tombé de la neige. Là. Hier, j'en ai pelleté un bon 30 cm le matin, un bon 30 cm en revenant le soir. Je pense que c'est correct. Là, tu vas pouvoir sortir tes skis de fond, Véronique, puis prendre des vacances, oui. enfin. Oh oui, en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie qui tombe par-dessus ça à Québec. Mais pour l'instant, on est correct à Québec. On va pouvoir faire du ski de fond en fin de semaine. Bon, on va se le souhaiter. Écoutez, on va se lancer tout de suite avec nos prix IARC et Lovelace. Je dirais qu'on va faire deux tours de roue. Là. Je vous donne la parole, puis vous me confiez soit votre prix Lovelace ou votre prix IARC. Là, vous choisissez par quoi vous voulez commencer. On va commencer avec Véronique, peut-être. Véronique, est-ce qu'on dit Lovelace ou IARC en premier? Allons-y avec Lovelace en premier. Bon, on dit Lovelace à quoi? Qu'est-ce qu'on a aimé en 2023? On s'en va dans quelle direction?
Ben, j'ai un peu hésité, mais j'ai choisi de décerner mon prix Lovelace à Sacha Luciani. Donc, pour ceux qui... Ben, ouais, j'avais le même. ouais, c'est Non, ça. on aurait dû se parler. Oh non! Ben, c'est pas grave, on va tous les deux donner bien du love lace à Sacha. Allons-y. Alors, ben, d'abord, présentons-la un peu, hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent pas Bonne idée. encore. Donc, Sacha Luciani est une chercheuse en intelligence artificielle. Elle travaille présentement chez Hugging Face. Donc, Hugging Face, c'est une espèce de plateforme là, où on a toutes sortes de modèles qui sont rendus accessibles. Donc, elle est chercheuse à cet endroit et elle s'occupe plus particulièrement des questions climatiques. Alors, la raison pour laquelle je décerne mon prix à Sacha, c'est que au cours de l'année 2023, on l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup entendu s'exprimer sur un des enjeux qu'on soulève peut-être un petit peu moins souvent Ouais. en lien avec l'intelligence artificielle, qui est la consommation énergétique associée à ça. Ouais. Donc, c'est très, très, très énergivore. Ça demande beaucoup d'énergie d'entraîner ces modèles-là. Et puis, on sait depuis longtemps là, que ça demande de l'énergie d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle, particulièrement des gros modèles d'intelligence artificielle. Ce qui a changé un peu avec l'arrivée de ChatGPT, c'est que non seulement l'entraînement du modèle est énergivore, mais son utilisation, il est Ouais. tellement gros que même au niveau de l'utilisation, c'est énergivore aussi. Alors, je décerne mon prix à Sacha parce qu'elle Ouais, prend la peine de mettre ça en évidence. vraiment, vraiment, moi, ben, c'est sûr que ça faisait partie des constats qu'on avait fait ici à IA Café. Là, on avait même une belle suite d'épisodes. Vous irez consulter les épisodes sur intelligence artificielle et environnement. Je ne me rappelle pas des numéros exacts. Peut-être je les mettrai en note. Mais moi aussi, mon Lovelace, j'ai bien aimé la contribution de Sacha cette année, entre autres parce que, c'est ça, c'est là, puis ça pointe vers des dangers un peu plus concrets parce que sur le débat sur l'intelligence artificielle, c'est toujours la même chose. Là. Dès qu'on parle des enjeux un petit peu socio-éthiques, on tombe vite, en tout cas, mes collègues tombent vite là, dans les dangers un petit peu hypothétiques. Puis, bon, c'est toujours intellectuellement assez stimulant, là, mais on reste bien loin de la réalité, alors que ça, c'est vrai, là. C'est-à-dire que c'est peut-être pas Skynet ou une intelligence artificielle qui va détruire le monde là, comme on le conçoit dans la science-fiction, mais les enjeux pour la planète, il y en a des plus réels que ça, puis tu les mentionnes bien, là. C'est en matière d'environnement, comment que ça consomme bien des CPU, c'est de plus en plus gros, de plus en plus performant, puis à la fin, il me semble qu'on était supposé de réduire de plus en plus, en tout cas, c'était ça l'objectif. Moi, ce qui m'a marqué dans son texte, je pense qu'on a lu le même là, sur les enjeux environnementaux. Il y avait l'exemple de la recharge du iPhone. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. Là. Je m'en sers un petit peu à toutes les sauces là, dès que je veux parler des enjeux environnementaux. On disait qu'à toutes les fois qu'on utilise DALL-E, disons, pour faire une requête d'image, puis je le fais quand même de temps à autre là, pour impressionner mes amis. Alors, regarde, je vais te faire des images, puis je fais ça avec moi. Mais ce qu'on disait dans l'article, c'est qu'à toutes les fois que j'ai cette curieuse d'idée, ça coûte une recharge de mon iPhone. Là, comme coût environnemental, à chaque fois qu'on fait une requête comme ça, ce que ça fait tourner là, comme CPU, comme énergie, c'est ça, là, c'est ma recharge. Ben là, c'est pas ce qui se passe, là, mon iPhone, il se décharge pas tout d'un coup, mais c'est ce que ça vaut en matière d'énergie. Là, c'est une recharge Ça d'un paraît iPhone. énorme. Ça paraît énorme comme. Ça me paraît énorme. Là. Si C'est c'est vrai, énorme. c'est fou. Là. C'est énorme. Puis tu vois, c'est un exemple. Ça illustre bien le pourquoi j'ai vraiment choisi Sacha Luciani. C'est que justement, elle fournit des exemples de ce type-là qui permettent à l'ensemble de la population de mesurer ou de se faire une idée vraiment de la consommation d'énergie. Donc, elle est capable de bien le vulgariser, donner des exemples frappants qui vont chercher
un peu plus le grand public sur ces questions-là. Et puis, c'est important de s'adresser aussi au grand public, puis de pas rester entre personnes qui sont déjà préoccupées par ça, puis se parler un peu entre nous. Donc, c'est vraiment un exemple de chose qui est fait très bien, là. Oui. Elle a donné des explications sur la façon dont c'est calculé? Le détail exact, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu dans les articles que j'ai vus, mais je pense que c'est dans les. C'était plus un article de vulgarisation, communication. J'imagine que ça va sortir dans des. À moins que Véronique, tu as trouvé quelque chose là, sur. C'est quoi le périodique dans lequel il publie à peu près tout avant de publier? C'est Archive, je pense qu'il Ça, appelle Archive. la revue. J'imagine qu'ils vont le publier là-dedans, le détail, le calcul. Puis je ne sais pas si l'empreinte environnementale, est-ce que c'est calculé depuis les tout débuts, là? C'est-à-dire qu'au moment où on les construit, ces PC-là, ces serveurs-là, ces CPU-là, puis on fait le bilan environnemental total ou c'est juste au moment où ça tourne? J'espère que je me fais Est-ce bien qu'il y a comprendre. l'entraînement ou est-ce que c'est juste l'inférence? Enfin, Elle regarde les deux, en fait, là, dans ce que j'ai vu. Je suis pas allée dans le détail, des calculs. C'est sûr que ce genre de calcul-là doit se baser sur quelques hypothèses. Là, on sait pas exactement, par exemple, c'était quoi la source d'énergie qui a été prise pour calculer pour entraîner Oui. les modèles. Donc, il y a des hypothèses en arrière de ça. Il y a une certaine incertitude dans ces mesures-là. Mais au moins, on commence à chiffrer ça. Et puis, chez Hugging Face, ils travaillent un peu là-dessus, là, par exemple, à fournir des indicateurs sur leur site de l'empreinte énergétique des modèles qui sont disponibles sur leur site. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Puis, c'est intéressant parce que, tu sais, effectivement, là, faut faire des hypothèses, donc il y a des incertitudes sur combien de carbone est émis exactement. Mais quand même, les émissions de carbone, c'est quelque chose qui se calcule. OK? On peut faire des hypothèses, on peut faire des calculs là-dessus. Donc, c'est bien de construire des outils où on est capable de mesurer ces choses-là. Je trouve que c'est fantastique. Donc, elle travaille là-dessus concrètement et puis elle l'exprime bien, elle le vulgarise bien aussi. Là, et puis Très ça bien, devient très donc, palpable, hein, parce que vas-y. effectivement, quand tu dis qu'une image, ça correspond à une recharge d'un téléphone, c'est ça rend vraiment la consommation palpable. oui, Ah oui, puis exactement. on l'a en tête, là. Comme moi, dès que je fais une requête, là, je me dis, bon, ben, c'est ça que ça coûte. En fait, c'est ça qu'on devrait faire pour chacun de nos gestes, là, savoir combien ça coûte environnementalement parlant. On pose toutes sortes on prend des décisions à chaque jour, mais qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça coûte? Euh, je ne sais pas si ça va émouvoir là, les grands de ce monde. Là. Je ne sais pas si OpenAI, puis Google, puis je ne sais pas si ça va les toucher, tout ça, mais j'espère que ça va les influencer dans le développement futur de leur futur système d'intelligence artificielle. Ben, je sais pas si ça va réussir à influencer des OpenAI, mais par exemple, concrètement dans l'industrie, présentement, on nous demande de dire ce qu'on fait au niveau environnemental. Donc, de justifier, de faire des rapports ESG ou des choses comme ça. Donc, ce genre d'outil-là, ben, nous permet de mettre quelque chose dans un rapport de ce type-là. Donc, ces rapports-là nous incitent à utiliser ces outils-là. Bref, ça a une influence positive là, quand même sur l'industrie parce que l'industrie, il faut qu'elle rende des comptes. En tout cas, certaines industries doivent rendre des comptes. On a certaines entreprises qui en rendent un petit peu moins, mais certaines industries doivent rendre des comptes sur ce qu'ils font au niveau social, au niveau environnemental. Donc, il y a une influence positive. Là où j'apporterai un petit bémol sur les travaux de Sacha Luciani, ben j'invite tout le monde à aller voir, elle a fait un TED Talk là, qui est assez intéressant là-dessus. Là où j'apporterai un petit bémol, c'est que elle travaille pour mesurer des choses au niveau éthique, elle travaille pour mesurer des choses au niveau environnemental, au niveau du CO2 et c'est très bien. Là où je m'écarte un petit peu de sa pensée, c'est quand elle veut faire le même genre de choses quand on parle de discrimination, par exemple, ou d'intrusion dans la vie privée, ou quand on tombe dans des questions que je trouve qui se quantifient beaucoup moins bien. Donc, quand Ah on oui. se met à vouloir développer des indicateurs pour quantifier le biais dans les modèles, par exemple, j'ai essayé de me lancer là-dedans dans ma thèse.
Ça se fait pas, OK? On ne peut pas mesurer la discrimination. C'est pas comme une quantité de carbone émise. Ça se mesure pas aussi bien que ça. Donc, je comprends la volonté de vouloir développer des indicateurs à cet effet, mais à mon avis, dans ce domaine-là, on risque de créer plus de problèmes à essayer de chiffrer la discrimination que d'en régler, là. Donc, je mets un petit bémol à ces travaux, mais c'est un tout petit bémol Oui, parce que pour le reste, c'est fantastique. oui, je pense qu'il faut le faire. Donc, on va lui donner un gros Lovelace double pour la mesure environnementale, puis un Lovelace avec un petit bémol pour le reste, mais en même temps, c'est peut-être la difficulté des enjeux ciblés. C'est vrai que mesurer du CO2, c'est plus simple que d'évaluer c'est quoi juste la discrimination, puis comment on mesure ça. Je pense que c'est le défi théorique qui est derrière, là, qui est le problème plutôt que la compétence ou la valeur des résultats produits. OK, on continue avec... allons-y. Tu avais terminé, Véronique? Oui. Allons vers Stéphane. Stéphane, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit Lovelace? Est-ce qu'on dit Yark en premier? On va démarrer sur un Lovelace aussi, alors. Du coup, Bon, parfait. On commence par l'amour. Après, on finira avec après, on du se dit Yark. les choses. Alors bon, c'est un Lovelace. J'espère que c'est un Lovelace. Je vais parler de la réglementation européenne sur les systèmes d'intelligence artificielle. Enfin, ça y est, Enfin! au mois de décembre, ils ont statué, ils se sont mis d'accord sur une réglementation. Et c'est en ça que pour moi c'est un Lovelace, c'est que on a été au bout. Je suis très curieux de savoir comment ça va être utilisé et mis en place, comment chaque pays va utiliser cette réglementation. Alors, pour donner un peu de contexte, donc, les débats avaient démarré en 2020 et ça a été proposé initialement en 2021. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps pour arriver jusqu'ici. On est parti sur une définition de l'intelligence artificielle qui est très large, un peu floue, ce qui est pas plus mal, hein, mais qui est difficile à comprendre quand même. Je vais juste lire la définition, ça donnera une Ben oui, comment on le définition. définit? Alors, système conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et capable de générer pour des objectifs explicites ou implicites des résultats tels que des prédictions, des recommandations ou des décisions qui influencent son environnement physique ou virtuel. Bon, moi je suis pas un spécialiste de tous ces mots là. Oui, ça fait du sens, là. Il y a un peu de tout, voilà. Bon, mais c'est pas mal. Ça donne une définition. Voilà. Ça a au moins le mérite, en tout cas, de définir quelque chose qui Puis clairement, puis qu'on s'entende aussi sur c'est plus ça, le défi de la définition, surtout en droit, c'est, on sait pas c'est quoi, mais on va dire que c'est ça. Puis Voilà. partons de la prémisse que c'est ça, puis après on l'ajustera si on se trompe, mais en attendant, on va travailler avec ça. Ben moi, je la trouve quand même bien, cette définition-là. Entre autres, elle évite, vous connaissez mon combat contre les anthropomorphismes, là, elle évite de dire qu'il se comporte comme un humain, il imite l'humain, il essaie d'être intelligent, remplacer des... En tout cas, la définition sort un peu, évite un peu ces termes-là. On est dans un je système. l'apprécie quand même. C'est un système qui fait des choses et le contraire à chaque fois. Mais voilà. La façon dont ça a été un peu fait, la réglementation, c'est ils sont partis sur les risques liés aux personnes, donc les risques que peuvent encourir des personnes, des groupes, des sociétés ou la civilisation. Donc ils ont pris la vision, du risque et se sont basés là-dessus pour faire la réglementation. Alors ça a plutôt bien marché jusqu'à il y a pas longtemps, avec des risques inacceptables, des risques élevés, des risques limités, et puis un risque minimal. Alors quand ChatGPT est arrivé, ça a un peu chamboulé tout, puisqu'ils ne s'attendaient pas à ce type de technologie, en tout cas lors de la réglementation. Et donc ils ont inclus
récemment un petit passage sur les IA génératives à usage général. Donc un peu le fourre-tout parce qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire. Donc ça aussi, en tout cas, la démarche de base, je la trouve, de mon point de vue, en tout cas, plutôt pas mal. On se détache de la technologie, peu importe le système qu'on utilise, il y a un risque et c'est ça qu'on va mesurer. J'apprécie cette approche-là basée sur le risque aussi, puis je reviens sur ton exemple avec ChatGPT qui était pas là à l'époque quand ça a commencé là. Et puis dans les premières versions des échelles de risque, le chatbot était considéré comme étant quelque chose à risque négligeable. Donc ça a beaucoup changé quand même avec l'évolution de la technologie. C'est ça plus comme ça qu'on du le chatbot, voit c'est ça qu'on Donc aujourd'hui, ça dépend du chatbot. Et donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ça va évoluer. C'est difficile de tout prévoir d'avance dans une réglementation. Les choses évoluent tellement vite. Donc, ça a évolué, effectivement. Alors, là aussi, il y a un petit bémol. C'est parce qu'effectivement, tu dis les choses évoluent tellement vite et on ne sait pas de quoi demain est fait. Et a priori, ça sera mis en application pas avant 2025 ou 2026. Enfin voilà, on ne sait pas trop quand ça sera mis en application. Donc il risque d'y avoir des changements d'ici là. C'est le propre du droit. En même temps, c'est sa force aussi. Là, il y a une lenteur. Puis une fois que c'est bien en place, ça dure longtemps. C'est difficile à changer. Ça permet de... Plus, il y a des forces inhérentes du droit, puis il y a des irritants aussi qui sont toujours là, puis les deux sont liés. Là. Voilà. Et puis alors, donc sur les risques inacceptables, on a tout ce qui était surveillance de masse, notation sociale. Alors les jouets dangereux, c'est les jouets qui pourraient communiquer, qui pourraient encourager les enfants à faire à avoir des comportements dangereux. Ça fait partie. Oui, on a eu une couple de yarks comme ça dans les dernières années. Là. Ah. Et puis, et enfin, tout ce qui est de l'ordre de la manipulation des comportements humains. Alors évidemment, il y a aussi, parmi les applications interdites, il y a également des exceptions pour notamment les services de police ou de militaires. Alors les militaires, je crois qu'ils sont complètement exclus même je crois qu'ils ne sont pas trop concernés par tout ça. Mais la police a des exceptions pour tout ce qui est terrorisme, soupçon de crime, identification de victimes, où là on va pouvoir faire de la reconnaissance faciale éventuellement et utiliser l'intelligence artificielle à ce moment-là. OK, donc, on a une belle réglementation, c'est fait. Espérons qu'on pourra l'année prochaine donner un Lovelace aussi à la réglementation canadienne. Sur le sujet. Oui. Est-ce que je suis trop ambitieuse, trop enthousiaste en pensant qu'on va faire ça cette année? C'est quoi les chances là, que ça se fasse cette année? Que ça se fasse cette année? Non, c'est pas ma prédiction. Alors, juste, moi, alors, pour mon côté, alors c'est très bien que cette réglementation, mais du coup, moi, je suis un peu frustré parce que il y a Gemini de Google qui est sorti un peu partout, sauf en Europe, puisqu'ils attendaient en fait la fin de la réglementation. Donc, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas du tout ce que ça. J'ai pu voir leurs vidéos, mais j'ai du mal à y croire. Donc, voilà, j'aurais bien aimé l'avoir entre les mains. Gemini, je ne l'ai pas essayé encore. Véronique, il me semble que j'ai essayé de le trouver et il n'était pas disponible ici. Je me trompe-tu? Ouais? J'ai pas regardé ça encore. C'est notre promesse pour 2024, essayer de tester Gemini pour voir ce qu'on en pense, ce qu'on peut faire avec ça. Donc, Stéphane, une belle réglementation. On félicite nos cousins européens pour avoir réussi à faire cet accomplissement notoire, se donner une réglementation. J'ai vu aussi qu'il y avait une norme aussi, des normes ISO qui venaient de sortir. ISO, je pense que c'est 4201. Vous irez voir sur Internet. Donc, des premières normes en matière d'intelligence artificielle, comment on gère ça. Donc, c'est une autre voie normative. Là. Donc, souvent, il y a les lois, mais pour l'industrie, des fois, les normes de l'industrie, les standards de l'industrie, c'est comme ça qu'on peut transformer. Je ne veux pas en dire trop. Là, je pense que Fred va en parler. C'est lui qui m'avait mis au parfum de ce dossier. Donc, des normes, une nouvelle réglementation, ça commence à être
bien encadré. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais on s'en va dans une bien meilleure direction qu'il y a quelques années. OK, deuxième tour de roue. Stéphane, on a dit du Lovelace. Véronique, on a dit du Lovelace. Véronique, qu'est-ce qui te fait dire Yark maintenant? Moi, mon Yark 2023, ce sont tous les consultants qui se sont improvisés des experts du nouveau mot à la mode qui est Gen AI pour Generative AI en 2023. On les a vus arriver, c'est dans toutes les catégories de consultants, donc du consultant indépendant à la start-up, au Big Five, à la KPMG, Deloitte et tout. On en a vu partout des gens qui se sont mis à s'improviser, des spécialistes de l'IA générative et qui ont offert leurs services, qui se sont présentés comme des experts de ça et qui ont offert leurs services à différentes entreprises. Alors, le problème avec ça, ce qui fait que je leur décerne mon Yark, c'est que, dans plusieurs cas, ces pauvres entreprises, elles étaient pas outillées pour juger de la pertinence ou pas d'installer ce genre de logiciel-là. Donc, une entreprise se tourne vers un consultant, vers un expert, disons, et puis il faut qu'il leur fasse confiance. Ils ont pas vraiment d'autres, ils ont pas beaucoup de choses sur lesquelles se baser là autrement que le message du pseudo-expert. Typiquement, quand on se retourne vers les experts, c'est parce qu'on n'a pas l'expertise en question, donc ça devient difficile de juger l'expertise de l'expert. C'est un peu ça. Le problème, c'est que des experts en Gen AI, ça existe pas vraiment. OK? Parce que on n'est pas un expert après avoir joué avec une bébelle pendant 3 mois. C'est pas ça, être un expert. OK? Être un expert, c'est avoir des connaissances fondamentales de quelque chose et une expérience de, 10 ans à l'utiliser, par exemple. Donc, il n'y a pas d'expert du Gen AI. Oui, une connaissance théorique et pratique en même temps, sur la durée aussi. T'as Exactement. Donc, le fait d'être capable de programmer ça, d'être capable de l'intégrer dans un système, de le mettre dans un système en entreprise, ça fait pas de toi une personne qui est une experte pour savoir s'il faut le faire, comment il faut le faire correctement, puis surtout comment l'évaluer, puis comment anticiper les problèmes. Puis c'est là que je suis un peu fâchée là, si on veut. Par rapport à ça, c'est que... Elle est fâchée, là. Vous la voyez, elle est fâchée noire. Je suis fâchée, même dans ma respiration, vous devez l'entendre, je suis fâchée. C'est que, une fois, aussi qu'on en a fait un peu de l'intelligence artificielle en général, OK, puis on pouvait appeler ça il y a quelques années du big data ou peu importe comment on l'a appelé au fil des années, quand on en a fait un peu, on a une certaine capacité à anticiper ce qui va pouvoir se produire. Mm-hmm. Donc, des choses comme un utilisateur qui utilise pas du tout le système pour la raison pour laquelle on l'avait conçu ou de la façon dont on espérait qu'il l'utilise. Aussitôt qu'on a un peu d'expérience dans le domaine, on le sait que ça va arriver, puis on essaie d'anticiper ça. On essaie de deviner ces choses-là, on essaie de deviner ce qui va arriver. Ce qui est visiblement pas fait dans plusieurs cas. On a vu des cas un peu cocasses, là, comme le cas du chatbot qui avait été créé pour des concessionnaires automobiles et qui recommandait, si je me trompe pas, des voitures Toyota sur un site de Nissan ou quelque chose comme ça. Donc, on a vu des cas un peu cocasses comme ça. Bon vendeur, là. Il vend n'importe quelle sorte. C'était, je pense, sur le site de Nissan où on pouvait demander quelle était la meilleure automobile pour une famille et puis on nous recommandait une Toyota. C'est assez... Mais c'est cocasse, là. On s'entend qu'il n'y a pas de menace à la survie de la race humaine avec ça. Ouais. Mais ça montre un peu qu'il y a pas trop d'anticipation des problèmes. C'est juste, il y a une nouvelle mode, on veut en profiter puis on veut la mettre en place. Mais quelqu'un qui a un peu d'expertise anticipe ce genre de choses-là, puis va surtout pas aller tester un nouvel outil comme ça directement, un nouvel outil aussi peu mature que ça, directement avec la clientèle. T'sais, on va le tester en premier à l'interne. Exactement, c'est ça.
Donc, on va le tester en premier à l'interne, par exemple, en le faisant tester par les vendeurs eux-mêmes. Puis là, ben, on voit les problèmes arriver. Donc, il y a des phases comme ça avant d'arriver, puis de mettre le client directement en lien avec l'intelligence artificielle. Et puis ça, quelqu'un qui a un peu d'expérience là-dedans, le sait puis va l'anticiper. Puis on a vu toutes sortes de cas où ça a été juste trop rapide. Ça a été hey, moi, je suis capable de mettre en place de l'IA générative, je suis capable d'intégrer ChatGPT, donc je le fais partout et je suis un expert. Ben, c'est pas comme ça que ça Et fonctionne. j'empoche la paye aussi, parce que c'est un peu ça derrière. Là. Ils empochent la paye, après ça, ils s'en vont, puis c'est des consultants. Donc, ils ont souvent pas vraiment, ils gèrent pas trop les problèmes là, qui viennent en lien avec ça. Donc là, on a donné un exemple qui est assez drôle, mais Ouais. il y a eu d'autres exemples qui sont pas drôles du tout, là. Donc, j'en profite pour faire un rappel. L'IA générative, les chats GPT de ce monde, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle comme tous ceux qu'on faisait avant, qui font des erreurs, qui fonctionnent pas toujours bien, qui sont pas toujours bien utilisés. Donc, il faut appliquer la même rigueur qu'on le fait avec d'autres types de modèles lorsqu'on implante ce genre de choses-là. Donc, mon YARC va à tous les consultants qui ont fait autant d'argent sur un nouveau buzzword cette année en prenant pas soin de le faire. Ouais, ça fait dire Yark. Est-ce que ça ressemble pas à ce que tu sais, les experts en tout, c'est pas le propre au Gen AI, là, c'est-à-dire que dès les débuts de l'intelligence artificielle, rapidement, là, on a vu l'apparition de toutes sortes d'experts en intelligence artificielle. Puis si on recule, j'imagine, dans la science des données, avant, il y avait aussi des gens qui s'improvisaient vite. Experts dès lors qu'on maîtrisait un petit peu le chiffrier Excel. Là. Donc, c'est une tendance de fond ou il y a quelque chose de différent avec ce que tu constates? Il y a pas quelque chose de différent, c'est juste que les implications sont peut-être un petit peu plus grosses avec ce type d'outil-là. Mais non, c'est la même chose. Puis d'ailleurs, ces experts en Gen AI, présentement, je suis pas mal certaine que si on arrivait à avoir leur historique sur LinkedIn des titres qui se sont donnés il y a quelques années, ça aurait été des experts en Big Data et dans quelques années, ce sera des experts en calcul quantique ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je prédis que la prochaine mode, ça va être Le calcul le quantique? calcul quantique. Ouais, moi, je pense que ça va être ça la prochaine mode. Je prédis Ah ouais, on ça. s'en va vers ça. Ben, ça serait merveilleux, ça, le calcul quantique. On serait déjà rendu là. C'est Schrödinger qui sera content de cette belle nouvelle. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Je te voyais réagir avec... Oui, alors c'est vrai que moi je me souviens quand je faisais du développement classique, hein, on faisait ce qu'on appelait le test du singe. C'est-à-dire qu'on mettait quelqu'un devant un clavier et puis il avait le droit de faire ce qu'il voulait et on voyait où est-ce que ça craquait. Et le singe, c'est la personne qui fait. C'est ça, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. C'est fin, c'est une belle désignation. Et parce que souvent, quand on développe, on s'attend à un comportement normal. Et je vais mettre des guillemets à normal, mais en réalité, si quelque chose peut mal se passer, ça va mal se passer. Hein. En informatique, il y a toujours quelqu'un qui va faire la chose qu'on n'a pas prévue. Et Oui. voilà. Donc ça me fait penser un petit peu à ça. Et alors, c'est tout à fait vrai. Il y a eu beaucoup de promptologues. Hein. Ah oui. les experts en prompt qui Oh sont oui, sortis de partout. l'expert du prompt, là, on l'a vu. Il y a ça aussi. Mais pour les tests du singe, moi, ce que je fais, puis je donne le truc à tout le monde, je fais un petit brainstorming. Je vais chercher 3-4 personnes, puis on se dit, OK, essayez d'imaginer un film, le pire scénario d'utilisation qu'on pourrait faire avec ce qu'on est en train de faire. Puis là, tout le monde brainstorm à essayer de donner l'idée la plus farfelue possible. Mais il reste que dans ce type de brainstorm-là où on rigole plus qu'autre chose, on trouve quand même des idées, puis on peut quand même paramétrer nos modèles pour dire « Ah oui, c'est vrai que ça, faudrait quand même pas que ça arrive. » Donc, il y a c'est amusant, puis ça nous aide à faire des choses plus responsables. Oui, quand on se donne la peine. Vas-y, Stéphane. Non, c'était juste pour dire qu'effectivement, il y a souvent aussi on parle des équipes rouges contre les équipes bleues, donc il y en a qui essayent de faire sortir... Oui, ou dans la discussion, on parlait d'avocat du diable. Là, une fois voilà, que tu laisses la liberté à quelqu'un de
Moi, je dis ça à mes étudiants, là. Donc, votre travail, vous êtes 6, vous avez fait votre travail, puis vous pensez qu'il est bon, mais désignez une personne, puis dites-lui, tu dis du mal du TP, tu vas voir que cette personne-là, une fois qu'on lui donne la liberté, il va en trouver des problèmes, curieusement, là, qu'il voyait pas avant. Donc, le test du singe, je vais l'appeler comme ça. Stéphane, le test du singe. Je sais pas ce que mes étudiants vont en penser. OK, parlant de singes, allons dans le Yark volume 2, Stéphane. T'as dit du Lovelace, maintenant Yark, de ton côté, ça va dans quelle direction? Justement, ça va faire un petit lien également, puisque alors c'est vrai qu'il y a des consultants qui s'improvisent experts en intelligence artificielle, et il y a aussi beaucoup d'entreprises et d'administrations qui veulent à tout prix avoir leur système d'intelligence artificielle et le mettre ça en place le plus rapidement possible, quelle que soit la pertinence. Mais là, je vais parler d'un système qui est assez ancien. C'est un système qui est en place depuis 2011. Mais qui est en plein débat, en tout cas en 2023. C'est pas complètement fini le débat. Je vais parler de la caisse d'allocation familiale. Alors, en France, la caisse d'allocation C'est quoi la familiale. caisse d'allocation familiale, Donc, c'est un Stéphane? organisme qui donne des allocations aux familles pour développer la famille en France. Donc, elle va aider, par exemple, en fonction du nombre d'enfants, elle va donner des moyens pour la scolarité des enfants, Ah, pour OK. le logement, On a un etc. système comparable. Ici, on parle d'allocation familiale. C'est plus comme... ben, en fait, ça se ressemble, là. OK, je comprends. Oui, c'est ça, tout à J'ai fait. traduit de la France au Québec. Merci. Et donc, alors dans cette caisse d'allocation familiale, donc ça c'est très bien, et il y a forcément, il y a des risques de fraude ou d'erreur de déclaration, on va dire, de la part des allocataires. Donc, cette caisse, elle a besoin de contrôler les éventuelles fraudes ou les erreurs Ben oui. pour rectifier tout ça. Donc enfin voilà, ça me paraît cohérent jusque-là. Donc là, il y a plusieurs possibilités. On peut faire des contrôles aléatoires, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Et on peut décider de faire des contrôles plus efficaces. Et Puis comment on choisit? Comment alors, on rend tout ça efficace, alors, Stéphane? la CAF, ce qu'elle a fait, c'est que elle se dit, j'ai des données, je peux avoir des données d'un peu partout sur ces allocataires. Alors, en France, ça représente à peu près une trentaine de millions de personnes. Et donc, je vais utiliser des algorithmes de data mining. Alors, le data mining, c'est l'exploration de données. Donc, c'est une branche de l'intelligence artificielle, on peut dire. Mais c'est assez ancien, du coup, c'est des statistiques élaborées. Et donc, ils ont mis ça en place en 2011. Donc, il y a eu l'accord de la CNIL qui, vous connaissez, enfin, il surveille en fait qu'on utilise correctement les fichiers informatiques en France. Donc, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit d'utiliser leurs données pour faire ces analyses. Puis c'est quoi les conclusions? C'est quoi Donc, ils analysent les données, ils veulent donner de l'argent aux familles, ils veulent pas se tromper, ils veulent pas qu'il y ait de la fraude, Voilà. puis ils mettent en place un système pour contrôler, savoir où contrôler, qui contrôler plus efficacement, puis on arrive à quel Donc, ils mettent tout ça résultat? dans l'algorithme. Et l'algorithme, tous les mois, sort un score de risque. Donc, la personne va être évaluée. Et en fonction de ce score, on suppose que cette personne est en capacité de frauder ou a fait une erreur. Et donc, on va déclencher derrière un contrôle. Et alors, il y a différents types de contrôles, mais alors d'après la CAF elle-même, 70% des contrôles sur place, donc ils vont sur place pour vérifier, sont issus de cet algorithme de data mining. Le constat, c'est qu'il y a moins d'1% qui fraudent réellement après ces contrôles. Et donc, jusqu'ici, tout semble correct, sauf que des personnes ont été contrôlées plusieurs fois et donc ont commencé à se demander pourquoi elles étaient contrôlées. Et donc, ils ont demandé, il y a aussi une organisation qui s'appelle la Quadrature du Net, qui est une organisation qui a pour but
défendent les libertés des individus, Mhm. notamment autour du numérique. Et eux-mêmes ont demandé à la CAF des explications sur la façon dont fonctionne l'algorithme. Et c'est là que ça devient moins clair. C'est-à-dire que la CAF n'a pas donné d'explications réelles. Elle explique qu'elle ne peut pas donner les explications, puisque si elle donne les explications, si elle donne les critères d'évaluation, eh ben, les gens vont tricher plus facilement. Donc elle ne peut pas donner ces critères-là. OK, ça fait du sens, oui. Ça fait du sens. Mais du coup, ils ont quand même insisté un petit peu et ils ont fait appel à la CADA. La CADA, ça travaille avec la CNIL, une association qui permet en fait de Je pourrais pas demander. t'aider avec l'acronyme, là, je les connais pas. La CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs. Bon, Donc c'est une commission qui a le droit d'aller vérifier quand même ces algorithmes et de demander la publication, si c'est nécessaire, de ces ils algorithmes. sont allés voir les algorithmes, puis ils ont découvert quoi? Et alors, donc la CAF a publié les algorithmes en caviardant un petit peu le code pour éviter qu'on puisse voir Ben oui. l'intégralité. Et en fait, il y a quand même des choses qui sont ressorties. Parmi les critères d'évaluation, on retrouve, par exemple, le revenu, la part du revenu et du loyer, la stabilité des revenus. On trouve également si la personne est au chômage ou pas, si elle est veuve ou veuve, si elle est handicapée ou pas, si c'est une femme isolée, si il y a tel âge ou si c'est un étudiant. Il y a un certain nombre d'informations qui sont des critères qui sont utilisés pour l'entraînement de la machine. Et ça pose question, puisqu'en fait, ces critères-là, individuellement, peut-être qu'on ne les aurait pas choisis, puisqu'ils stigmatisent une certaine catégorie de la population. Oui, ça cible un peu plus les gens qui ont des revenus moins élevés, les gens qui sont seuls, ce genre de... Exactement. Plus la personne a des revenus bas, a des changements de situation, a des changements de famille, etc., plus elle va être soumise au contrôle. Et ça pose un problème parce que Plus le risque est élevé, plus leur décision d'aller contrôler risque d'être influencée, c'est ça? c'est ça. Donc il y a tout ce débat qui est en discussion aujourd'hui. Alors là où j'ai envie de faire Yark, vraiment, c'est que je suis plutôt content qu'il y ait un débat, en fait, qu'il y ait la possibilité de débattre, des commissions qui permettent d'accéder, etc. Mais ce qui me dérange un peu, c'est la façon dont la CAF répond à tout ça. Donc elle a fourni un document, elle explique que le data mining est une démarche scientifique d'études statistiques, que c'est fait par des experts, donc on ne peut pas reprocher que ça fonctionne mal. Ensuite, il y a un ancien directeur de la CAF, alors j'espère que c'était plutôt par méconnaissance ou naïveté, etc., mais qui a dit que l'algorithme est neutre, puisque comme on ne comprend pas comment il décide, c'est que c'est l'inverse de la discrimination. Il fait ça complètement de façon neutre. C'est comme le hasard. Non, c'est pas le Voilà. hasard, au contraire. C'est En tout écrit cas, on dans ne le peut pas code. expliquer, donc c'est neutre. Voilà. Et cette argumentation-là me dérange. Alors voilà, j'espère que c'était vraiment plutôt de la naïveté que Oui, voilà, de l'incompétence, souhaitons-le, quoi. oui. Voilà. Mais donc voilà, c'est ce Yark, pour moi, c'est un petit peu... alors, c'est un peu compliqué. Hein. J'ai eu du mal à le qualifier. Est-ce que c'était un Yark vraiment ou un petit Oui. Yark? Puisque il y a besoin de contrôle, on fait des contrôles, mais Puis on cible une on certaine fait- catégorie de la population. on a toujours fait ces contrôles. J'imagine que ces critères-là, tu sais, c'est ça aussi, les algorithmes, puis avec l'intelligence artificielle, souvent, ils vont puiser dans des anciennes décisions là, pour Oui, s'éduquer. Là. Fait que probablement que ces critères-là, sont latents, ils n'ont pas toujours été nommés, ils ont peut-être même été cachés ou on les nommait pas explicitement, mais ils étaient là, puis l'algorithme, il passe à travers les anciennes décisions, puis il fait, ben c'est sûr que s'ils ont toujours pris ce genre de décision-là, c'est parce qu'il faut tasser ou il faut examiner les personnes qui ont un revenu plus bas, puis c'est devenu explicite, puis ça devient un critère d'examen oui. en tant que tel. Là. Sauf que jusqu'à présent, enfin, c'était fait, on va dire, jusqu'en 2011, c'était fait manuellement, on va dire, pour simplifier, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment industrialisé, et tous les mois, voilà, il y a 30 millions de personnes qui passent dans la moulinette et qui sortent avec un score. Donc voilà, on peut se poser la question, est-ce que
c'est correct ou pas. Ce qui peut être gênant, c'est de cibler une certaine sous-catégorie de la population et de se dire, bah, ceux-là, c'est probablement les fraudeurs, et on va fouiller tout le temps dans cette même population. Ouais, formulé comme ça, c'est sûr que ça fait yark, là. Je pense pas qu'on devrait Mm. plus soupçonner les gens avec des bas salaires de fraudeurs plus que les autres. Moi, j'en connais avec de Voilà. très bons salaires que j'examinerais aussi. Voilà. Et En puis, il y a effet. peut-être aussi d'autres contrôles à faire en dehors du contrôle social sur on va dire les plus pauvres ou ceux qui ont besoin d'argent. Il y a aussi, pourquoi pas, des contrôles à faire sur la fraude fiscale ou Ah d'autres oui, Mais ça, peut ça, être ça. différents. la plupart Vas-y, des Véronique. algorithmes de détection de la fraude fonctionnent comme ça, là. Donc, en se basant sur plusieurs critères comme ça. Et puis, effectivement, on va pas les dévoiler, les critères, parce que, ben, ça aide les fraudeurs, là. Donc, on peut pas dévoiler, on peut pas dire comment on développe des algorithmes de fraude. Ça aide les fraudeurs. Là où je suis d'accord avec toi, où il y a un yark, c'est dans la réponse qu'ils ont donnée. Donc, de se dire, bah, non, il y a pas de problème avec ça, il y a pas de discrimination là-dedans. Ça, aujourd'hui, en 2024, en 2011, c'était pas le cas. En 2011, on se posait pas vraiment ce genre de questions-là encore. La pensée de la société avait pas évolué, était pas là, en fait. Mais aujourd'hui, elle l'est. Donc, en 2024, de se dire, ben non, il y a pas de problème avec ça, c'est un enjeu. Ceci dit, comment on gère ça? C'est pas simple. Je pense que ce que ça prendrait, c'est un organisme qui est indépendant, qui peut aller vérifier ces algorithmes-là dans le détail, les analyser dans le détail et faire ses recommandations sur ces questions-là. Mais après, tu sais, est-ce qu'on peut cesser d'utiliser ces algorithmes-là pour détecter la fraude? Je suis pas certaine, là, parce que tu me disais que dans les 70% qui étaient ciblés, il y avait 1% de fraude seulement. Ben ça, c'est normal, puis on est content. OK? C'est un événement rare, la fraude, puis c'est ça qu'on veut. D'accord? On veut pas on veut pas réussir à trouver 100% de fraude avec un algorithme comme ça. Mais il y a des stratégies pour essayer de diminuer les biais ou en tout cas d'éviter, là, par exemple, en faisant aussi des contrôles aléatoires à côté. Donc, tu me disais qu'il y avait 70% des contrôles qui étaient faits en se basant sur cet algorithme-là. Ben, c'est assez possible que les autres 30% soient faits de façon aléatoire. Et là, tu peux comparer tes réponses, tes réponses entre l'aléatoire et ce qui est fourni par l'algorithme pour voir, ben, est-ce que je discrimine tant que ça avec mon algorithme finalement, ou est-ce que je fais juste améliorer Puis si je ma prévision? discrimine, est-ce que c'est légitime? Sur quelle base Est-ce que c'est j'ai établi ma légitime? discrimination? Hein? C'est quoi discriminer rendu là? Ben, c'est là qu'on embarque dans tout ce débat-là. Puis l'autre point que je voudrais amener Quels sont les critères qui seraient de la discrimination? Quels sont, par exemple, est-ce qu'une personne handicapée est potentiellement plus fraudeuse qu'une autre? La question est vraiment pas simple, mais là où je voudrais amener le point, c'est est-ce que de laisser une personne choisir qui elle inspecte ou pas, c'est mieux, vous pensez? Est-ce que c'est moins discriminatoire de laisser le jugement complètement à une personne qui regarde le dossier et qui se dit oui, je vais inspecter ou non, je vais pas inspecter? La vérité, c'est que je le sais pas, mais je suis pas certaine. Mais là où c'est-à-dire que si on laisse les humains juger, c'est ça, il y a des enjeux qui sont liés à ça, mais si tu demandes à un algorithme de s'éduquer à partir de plusieurs jugements humains, ben, ce que tu demandes, en définitive, ce que tu demandes à ton algorithme, c'est d'être encore plus efficace avec les choix de ces humains-là. Donc, s'ils ont eu tendance à avoir des comportements discriminants, ben, l'intelligence artificielle va juste prendre ces comportements-là puis va les appliquer avec une très grande efficacité, peut-être encore plus... C'est ça. Ça va amplifier, en fait, un comportement déjà existant. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est une vraie question parce qu'effectivement, je pense qu'il y a besoin de contrôle. Mais qu'est-ce qui est un bon contrôle en quelque sorte, quoi? Qu'est-ce qu'on s'autorise à contrôler? Bon, moi, ça rend ça explicite. Moi, c'est comme si on avait pendant plusieurs années roulé sur
tu sais, dans l'ignorance, là, où peut-être qu'on se fermait les yeux, là, c'est-à-dire qu'il y avait de la discrimination, c'était là. Probablement qu'il y avait des jugements qui se faisaient de façon très arbitraire en disant on va aller, la petite famille là-bas sont pauvres, c'est eux autres qui vont frauder, c'est sûr, puis on va y aller. Alors que là, ça rend un petit peu ça explicite. C'est un peu dégueulasse de s'en rendre compte un peu si tard, là, mais Oui. ça rend les choses. Bon, il y a un algorithme, c'est là, puis l'examen, on présume qu'il y a plus de fraude dans tel type de catégorie. Puis peut-être qu'on a raison aussi, mais est-ce qu'on a besoin de stigmatiser pour autant les populations visées? Mais en tout cas, ce qui est moins YARC, hein, du coup, qui est plutôt, ce qui est plutôt intéressant, c'est que, bah voilà, il existe des organismes en France qui permettent, en tout cas, d'aller fouiller, d'aller vérifier, d'aller titiller un petit peu l'administration, demander un peu les algorithmes, avoir le droit d'avoir des réponses, une explication. C'est pas complètement, ça prend un peu de temps et c'est pas complètement transparent, mais parce que voilà, ça prend, c'est très administratif, mais voilà, ça c'est plutôt sympa qu'il y ait au moins ces débats qui soient possibles. Tout à fait. Ça va nous prendre un autre organisme avec un autre acronyme à apprendre peut-être pour surveiller tout ça. Écoutez, on aurait fait le tour. Je vais accueillir Frédéric en faisant un petit montage ici. OK, ben il est là. Fred, il a réussi à se rendre. On va enregistrer ça. Je vais rentrer ça où je peux dans la piste audio. Fred, on parle des prix YARC, on parle des prix Lovelace. De quel côté tu as envie de partir en premier? Tu donnes du Lovelace ou tu donnes du YARC? Tu pars de quel bar, là? Pour commencer, bonjour tout le monde, même ceux qui sont absents. Désolé de mon retard dans cette salle virtuelle, mais je vais faire ça vite. Je vais donner mon YARC en premier. Ici. Ah ouais, vas-y. Ouais. En fait, c'est une nouvelle qui a retenu mon attention sur un média que j'aime beaucoup parce que c'est un média un peu cinglant qui s'appelle 404. Qui traitent de ce genre de choses-là, puis qui font un travail qui... Erreur 404, là, Ouais, classique. Là. ouais, On essaie c'est de ça, débusquer là, où on se trompe, puis c'est quoi les problèmes. C'est en plein ça. Puis je dirais qu'ils participent assez bien au débat public technosceptique sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Juste pour faire ça vite, le technoscepticisme, c'est évidemment pas le techno-pessimisme, puis c'est pas non plus du techno-optimisme. J'en parle parce que j'étais un peu mal pris. Je savais pas si j'allais parler du manifeste de Andreessen sur le techno-optimisme puis la montée de la spiritualité de l'IA. J'ai décidé de mettre ça de côté. Oui, il reviendra, là. Ça va y revenir, là, c'est là dans le discours des entrepreneurs à ce moment. Là. C'est très fort, c'est fascinant. Mais là, je me suis barré les pieds dans cette nouvelle-là du 404 Media qui parlait d'un jeu de données qui est utilisé, entre autres, par Stable Diffusion puis par plein d'autres modèles d'intelligence artificielle générative d'images. Puis c'est leur base de données qui s'appelle Lion 5B, en fait, qui est une immense base de données que des chercheurs ont passé au peigne fin avec des méthodes assez, je dirais, précises, avancées. Qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas et que la compagnie derrière Lion 5B ne maîtrise pas non plus, de toute évidence, parce que c'est plus problématique. Oui, c'est ça. Les chercheurs en question, ils ont trouvé, c'est des milliers d'images qui ont servi à l'entraînement de ce modèle-là, mais qui ont été pompées sur des sites qui hébergent de la pornographie juvénile, par exemple, du harcèlement, de la violence envers les enfants, puis ce genre de choses-là. Voyons donc. C'est ça. Ce qui fait qu'ils ont évidemment publié leur méthode, ils ont expliqué comment ils avaient fait. Puis c'est pas quelque chose qui est au-delà de... C'est complexe, mais c'est pas quelque chose qui est au-delà des grands développeurs de ces modèles-là. Quand même, c'est ça qui en fait l'intérêt. Les autres, ils se promènent sur Internet, ils ramassent à peu près toutes les images... Sans discrimination. Parce qu'il faut bien avoir beaucoup de données. Puis dans ce cas-là, les images, c'est des données pour former. Puis, c'est ça. Fait qu'ils utilisent ces exemples-là. Puis c'est une base de liens, pas nécessairement juste d'images, mais de liens qui mènent vers des images. Puis c'est des milliards de liens. Ce qui fait qu'on comprend qu'un être humain normalement constitué n'est pas capable de se promener dans ces liens-là puis de cliquer sur 5 milliards 800 millions de liens qui vont mener vers des images quelconques. Ça n'a pas de bon sens. Mais on essaie quand même de développer des moyens techniques pour être capable de le faire à notre place. Mais cette compagnie-là, de toute évidence, s'est plantée. L'enjeu ici, c'est que c'est un modèle qui est public, donc qui est open source, qui peut donc être utilisé de plein de façons différentes. Même si la quantité d'images qui a été trouvée est négligeable par rapport à
je dirais, l'ensemble du jeu de C'est sûr. données, il reste quand même que ça a une influence sur la façon dont le modèle va réagir, se comporter, sur les images qui vont être créées à partir de ça. Ça a une influence, mais ça soulève surtout l'enjeu, une réflexion sociale sur qu'est-ce qu'on veut dans ces modèles-là, qu'est-ce qui est acceptable, puis qu'est-ce qui est inacceptable. Dans ce cas-là, c'est Pour clairement former ces inacceptable. modèles-là, est-ce qu'on peut leur donner accès à des images, à toutes les images, y compris des images de cet ordre-là? C'est ça. Puis est-ce que c'est la responsabilité de qui, là? Est-ce que c'est une responsabilité collective? Est-ce que c'est la responsabilité de la compagnie qui a créé cette base de données-là? De mon point de vue, c'est une responsabilité qui est partagée, mais avec une pression supplémentaire envers la compagnie elle-même ou les compagnies qui développent ces modèles-là. Mais être capable d'identifier les contenus problématiques dans ce genre de jeu de données-là, c'est quand même, c'est pas cost-effective d'un point de vue du modèle économique dans Oui, le lequel on va but, travailler. c'est que ça soit le plus efficace possible, que tu veux pas te badrer les pieds là, C'est dans ça. moi, je vais aller examiner dans le détail où ça pointe ces hyperliens-là. là. Non, puis souvent, ce qui est rapporté dans ce genre de phénomène-là, si on veut, c'est, en même temps, il y a tellement de matériel que c'est sûr qu'on va accrocher des affaires qui n'ont pas de bon sens, tu sais. C'est vrai. Est-ce que c'est facile comme ça de se déresponsabiliser? C'est ça une des grandes questions. Puis quand on a parlé la nouvelle sort, c'était fin 2023, je pense. Lion 5B est jusqu'à quelque part tard en 2023 aussi. En 2021, on savait déjà qu'il y avait des problèmes avec cette base de données-là. Fait qu'on a posé la question à Richard Venku, qui est un fondateur ou en tout cas un des technologues en chef, le scientifique en chef, puis qui a répondu la chose suivante, en gros, c'est tout le monde le fait. C'est du standard de l'industrie. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que nous autres, on aille au-delà du standard de l'industrie. Puis ça fait réagir, parce que si en 2021, ils ne savaient pas encore qu'il y avait une gang qui allait découvrir des milliers d'images de pornographie juvénile, infantile dans son modèle, il reste quand même que ça montre une tendance lourde, en gros, qui est de dire, nous autres, on va vous donner un produit, on va vous offrir un service, puis après ça, c'est d'un standard de l'industrie, ça ne nous regarde pas, c'est la Mais responsabilité. ça pose la transférée. question sur les standards de l'industrie en tant que telle aussi. là. Est-ce qu'on peut pas les élever un peu? Est-ce qu'on peut pas... C'est ça qui est problématique. Si on est dans une optique ou dans une perspective où on se dit l'innovation technologique, c'est un projet politique à toute fin pratique, la technologie va sauver nos institutions, rendre les processus efficients, va éliminer, dans certains cas, va même éliminer le besoin d'avoir des humains ou des fonctions sociales ou des institutions qui interviennent. On pense par exemple au Bitcoin et aux crypto-monnaies. On se dit en gros, on va faire ça, tout le monde va pouvoir y aller pair à pair, puis on n'aura plus besoin des banques centrales, puis de ce genre d'institutions-là. Si on s'en va dans cette direction-là, puis qu'on dit absolument, il faut encadrer l'intelligence artificielle, mais sans freiner l'innovation, on se retrouve dans une situation justement où les standards de l'industrie sont fixés par qui? Par l'industrie elle-même. Ouais. Puis c'est un peu... Ça peut être tentant de se réfugier là-dedans, en disant, l'industrie, leurs standards sont très bas. Puis moi, je vais être compétitif, donc pourquoi je me donnerais des standards plus hauts? C'est pas très rentable. C'est ça, dans une situation où là, la personne, ou je dirais plutôt l'acteur qui va influencer sur le développement puis qui va faire des demandes en termes d'innocuité des systèmes puis pour s'assurer que les produits et les services soient sains puis à un niveau acceptable, c'est les consommateurs et les consommatrices. C'est les consommateurs, consommatrices. S'ils n'ont pas les deux mains dans le moteur, s'ils ne savent pas c'est quoi ces jeux de données-là, s'ils ont de la misère à s'y retrouver, ils ont plus de difficultés à mettre de la pression sur ces compagnies-là. Par exemple, est-ce qu'on va tous arrêter d'utiliser ChatGPT ou une IA générative quelconque ou des systèmes d'IA qui ont utilisé ce genre de jeu de données-là parce qu'à quelque part, on sait que le jeu de données n'est pas totalement éthique? Ça, c'est une question. Puis c'est pour ça que la façon dont l'encadrement du développement de l'intelligence artificielle puis de sa commercialisation est un peu problématique. En même temps, il y a des bonnes initiatives parce que, par exemple, juste après Noël, il y a ISO
qui produit des standards internationaux sur une... Oui, c'est ça. J'en ai glissé quelques mots Ouais, un peu c'est plus ça. tôt. Je savais que tu allais m'en parler, oui. Oui, ben c'est ça. En fait, je l'ai lu, la nouvelle norme ISO. J'ai plongé dedans. ISO 42001. 42001, ouais, Ah, c'est ça qui a été... t'es pas loin. ouais, c'est ça, t'es pas loin. En gros, la norme ISO, son titre, c'est Artificial Intelligence Management System Standards. Fait que, tu sais, en gros, Bon, c'est des standards. des là. standards pour la gestion d'un système d'intelligence artificielle. Puis d'entrée de jeu, ce qui est intéressant, c'est que dans l'esprit du standard, quand on parle de système d'intelligence artificielle, on ne fait pas référence à un système technologique spécifiquement, mais bien au système organisationnel. Fait que c'est ce qui va permettre à une organisation de gérer de manière efficace dans une perspective d'amélioration continue son développement puis son adoption d'un système d'intelligence artificielle. Fait que ça concerne le contexte organisationnel, l'environnement organisationnel, ça concerne le climat de travail, évidemment, la sécurité, puis des questions d'éthique, d'intelligence artificielle aussi. C'est bien fait, c'est intéressant. S'il y a des organisations qui nous écoutent puis qui sont tentées qui voudraient voir plus clair là-dedans puis avoir une démarche plus structurée, ça vaut la peine d'aller là ou de m'appeler. Puis, bon, c'est un peu d'autopromotion, mais il faut savoir que la norme ne définit pas ce qu'est une IA digne de confiance. En fait, il en parle parce que c'est le standard international, c'est comme ça qu'on appelle ça. L'IA digne de confiance, je fais un petit aparté, il y a 3 dimensions à l'IA digne de confiance. L'IA digne de confiance doit être licite, donc respecter la loi. Donc, on parle de droit dans ce cas-là. Merci. Elle doit être, ouais, c'est ça. Elle doit être aussi... C'est une bonne base. C'est une bonne base, là, quand même. Ensuite, elle doit être sécuritaire, tant dans la collecte de données que dans son utilisation. Puis finalement, elle doit être éthique au sens où elle doit respecter, si on veut, la dignité humaine, là, pour le prendre au sens large. Fait que c'est les 3... Très large. C'est très large. Fait que l'IA digne de confiance, ça a comme 3 grandes dimensions qui sont aussi les 3 grands domaines ou champs disciplinaires, si on veut, dans lesquels l'éthique de l'intelligence artificielle... Le ISO, comme ça s'inscrit dans cette lignée-là? Fait que le ISO s'inscrit dans cette lignée-là, puis il donne des outils pour structurer la gestion d'un système d'intelligence artificielle, un système organisationnel, là, donc culturel aussi de l'intelligence artificielle, qui va respecter ces 3 dimensions-là, mais ils ne fournissent pas de définition. C'est des standards industriels internationaux. Dans ce sens-là, il intervient puis sur des compagnies qui ne sont pas dans les mêmes contextes juridiques non plus. Ce qui fait qu'ils n'interviennent pas pour dire « voici ce qu'il faut faire, voici ce que le cadre réglementaire vous somme de faire ». En gros, ce qu'ils disent, c'est le top management, donc la haute direction, c'est à elle que revient, je dirais, la responsabilité de définir la façon dont elle va utiliser l'intelligence artificielle. Puis c'est dans ce contexte-là, qui est le contexte organisationnel aussi, qu'on va définir c'est quoi l'équité, c'est quoi la justice, c'est quoi le respect, c'est quoi la discrimination, etc. Autrement dit, on transfère la responsabilité éthique sur le top managing vers le top management, c'est ça. Mais on ne définit pas ce qu'il y a dedans. Ben non. Évidemment, on les laisse décider. On les laisse décider. Fait que c'est une démarche intéressante qui vaut la peine. Mais qui est aussi complaisante au sens où, évidemment, c'est rien qui est contraignant au sens premier. Sauf qu'en même temps, si on veut quelque chose qui structure, en même temps qui informe, qui éduque les organisations ou le top management sur comment on peut voir ça puis qui provoque une discussion, c'est un outil qui est super intéressant. Oui. Ce qui m'amène à mon deuxième Lovelace. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait ça, de l'apprentissage automatique puis de l'intelligence artificielle de manière équitable, il faut absolument lire le dernier ouvrage de Barocas, Hart puis Narayanan, qui s'intitule Fairness and Tu Machine vas les Learning. répéter, là, parce que... Ouais, je le sais, je vais vite, là, mais en gros, c'est un livre qu'ils ont écrit dans le but, justement... Répète le titre. Ouais, Fairness and Machine Learning. OK. Donc, l'équité et l'apprentissage automatique. L'objectif, c'est de piloter une réflexion critique sur comment est-ce qu'on fait pour faire de l'apprentissage automatique, des systèmes d'intelligence artificielle, équitablement, qui serait équitable et équitablement. Ce qui est intéressant dans leur approche, c'est qu'ils ne vont pas dans le micro. Ils ne sont pas dans les biais individuels, par exemple. Ils ne sont pas dans ce qu'on appelle souvent le AI safety, là, c'est-à-dire on va s'assurer que le système d'intelligence artificielle ne va pas causer de discrimination au niveau individuel. Mm-hmm. On va s'organiser pour que les gens qui pensent qu'ils ont été victimes d'une mauvaise décision, par exemple, automatisée, puissent avoir un recours, c'est ça. On n'est pas au niveau, on est plus macro un peu dans ce qu'ils appellent des préjudices de représentation. L'idée, c'est, compte tenu que ces outils-là
fonctionnent à une échelle énorme, là. On n'est pas à l'échelle humaine, on est à l'échelle machine. Étant donné que ces outils-là automatisent la prise de décision, ça implique que d'une façon ou d'une autre, ils vont finir par avoir un impact sur notre façon de comprendre le monde. Ils ont un impact sur la façon de distribuer, d'allouer les opportunités, si on veut, ce qu'ils appellent le allocative arms. Puis ça, c'est ce qui retient notre attention généralement. On veut pas... ça, je pense que c'est assez bien connu puis c'est consensuel. On ne veut pas que les systèmes d'intelligence artificielle aient de l'impact sur des individus, les utilisateurs, utilisatrices qui les utilisent. Mais collectivement, ces machines-là, ces outils-là vont aussi transformer notre compréhension du monde. En transformant notre compréhension du monde, ils transforment nos comportements. Les comportements, c'est ce qui devient la réalité sociale à partir de laquelle on collecte des données. Oui, c'est vrai. Fait que donc, il y a un choix politique derrière la collecte de données. Quelles données on collecte pour répondre à quels besoins, pour être capable de créer quel modèle, si on veut, qui va être utilisé de telle façon. Fait que leur livre rappelle ça, rappelle que ces outils-là ont de l'influence sur notre représentation du monde, sur notre compréhension du monde, puis qu'il faut réfléchir ça aussi en termes d'équité, pas simplement en termes de sécurité. Puis c'est ça le gros du livre. Ce qui est intéressant avec ce livre... Intéressant. Des fois, on essaie de donner du contenu un peu au terme équité. Oui, c'est ça, exact. Mais eux autres, ils vont vraiment là-dedans. C'est des gens qui connaissent ça. Le livre est écrit dans un esprit d'interdisciplinarité. Dès le début du livre, ils disent qu'il y a 2 chapitres dans lesquels ils vont vraiment mettre la main dans les mathématiques, puis la statistique, puis vraiment la machine. 2 chapitres que j'ai pas lus, mais qui ont prévu pour ça. C'est-à-dire que... Oui, il y a des formules, là, ça se peut que ils ont dit, tu as le droit de dépasser. Là. C'est ça. Ces 2 chapitres-là parlent à des experts, des expertes déjà. Pour le reste, c'est très, très lisible. Ah oui? C'est bien écrit, c'est super bien documenté. La version hardcover est au MIT Press. Pas trop cher, ça vaut la peine. Puis, ils ont aussi fourni une version en ligne, qui est la version prééditée, si on veut, gratuite, qu'on peut consulter en ligne. Et avec ça... Je pense que je vais me contenter de celle-là. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Répète encore le titre. C'est Fairness and Machine Learning. Machine Learning, on m'excuse l'accent. Fairness and Machine Learning. Bravo. Voilà. Puis moi, j'ai commencé par lire la version gratuite en ligne. J'ai acheté la version papier. Pour Noël. Pour Noël, pour moi. Puis en même temps, j'ai découvert qu'il y avait aussi préparé Tiens-toi bien pour tes cours, puis à tous ceux qui donnent des cours là-dessus, moi y compris un les PowerPoint. autres. Pas un PowerPoint, bien mieux que ça, un cahier d'exercice. Bon, c'est bien ça. C'est avec des études de cas, des réflexions. Pour vrai, c'est mon gros coup de cœur de 2023. Là. Répète tu disais les auteurs, c'est... Donc, c'est Fairness and Machine Learning. Les auteurs, c'est Barocas, Hart, puis Narayanan, 2023. Génial. En plus, je vais les mettre dans les notes de podcast. Donc, tu nous as fait ton YARC, un beau YARC avec des images pédo. Puis, Lovelace double. Moi, je vais y aller. Je vais en profiter pour te présenter, moi, mon prix YARC. J'ai partagé mon Lovelace un peu plus tôt. Moi, je vais le donner à la croissance inquiétante du deepfake science, donc l'hyper-trucage scientifique. Moi, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, là, vous avez vu que ça s'est tranquillement, mais sûrement imposé dans mon champ de recherche. Là. Entre autres parce que ça rejoint mes 2 passions en intelligence, en recherche plutôt, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, puis la conduite responsable de la recherche, ou son contraire, l'inconduite en recherche. Donc, vous le savez sûrement si vous connaissez un peu le milieu de la recherche. Il y a plusieurs utilisations d'intelligence artificielle qui sont fort enthousiasmantes. Donc, il y a moyen de l'utiliser, que ce soit pour automatiser ou simplifier des tâches un peu, soit trop complexes ou redondantes, collection de données, analyse, identification de patterns dans des océans de données. Là. Les chercheurs font ça maintenant, traitement de données, aide à l'écriture, aide à la traduction. Ça, j'avoue que j'aime. Et en revanche, d'autres utilisations font moins consensus, c'est-à-dire sont beaucoup plus préoccupantes. C'est-à-dire que certains systèmes d'intelligence artificielle permettent de
de créer de fausses images, puis de faux résultats scientifiques, puis d'écrire de faux articles, puis de publier dans des fausses revues. Puis là, c'est rien de nouveau, là. C'est-à-dire que le photoshopping, puis l'abus et trompeur, c'est pas nouveau. Les revues prédatrices, c'est pas nouveau en recherche. La fraude, le manquement non plus, ça existe. C'est rare. C'est rare. Mais ça existe malheureusement bien avant le buzz de l'intelligence artificielle. Mais la crainte maintenant, c'est que ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle contribuent à l'intensification du problème, Fred. Puis ça, c'est quelque chose qui est là dans à peu près toutes les préoccupations éthiques lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les problèmes éthiques et sociaux sont là, sont existants, mais avec l'intelligence artificielle, c'est comme si la puissance technique intensifiait le problème ou décuplait le problème. Tu sais, c'est des problèmes qui sont là, mais là, tu ajoutes la puissance qui est importante de tout ça, puis tout à coup, on se retrouve avec un problème beaucoup plus grave. Donc, ce sera mon prix IARC 2023, donc la montée du deepfake science et au passage, la menace peut-être là, de l'effritement de la confiance du public envers les institutions académiques. Je pense que c'est ça qu'il faut préserver, là. Oui, puis en plus que les moyens de distribution de l'information fausse maintenant, l'infrastructure existe depuis un bon bout de temps, fait que c'est beaucoup plus facile qu'avant de distribuer la fausse information, puis de faire publier les deepfakes, puis etc. Tu m'as rappelé quelque chose avec ta nouvelle parlant de deepfake, puis Oui. dans le monde de la recherche. C'est une anecdote, faut que je retrouve la référence, là, mais je l'ai pas loin. Je pourrais pas donner beaucoup de détails, mais en tout cas, c'est vrai, il y a un gars à quelque part qui a voulu faire une conférence sur, si je me trompe pas, sur les nouvelles technologies puis la crypto-monnaie. C'est un crypto bro, comme on appelle des fois. Puis, il s'est fait un peu taper ses doigts parce que les gens trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité, là. Tu sais, c'était dans son événement. Fait qu'il s'est dit, écoute, pas de problème, je vais faire quelque chose très, très équité, diversité, inclusion, puis je vais m'organiser pour brasser un peu les cartes puis faire une proposition qui a de l'allure. Fait qu'il s'est tourné, il a produit des posters, il a produit des affiches, il y a les photos, il y a les gens qui vont participer aux différents ateliers qui sont là dans son collecte, etc. Puis tout ça, c'est des femmes, des gens de couleur, etc., qui ont toutes été créés par l'intelligence artificielle. Oh my! Ouais, voilà. Ouais, des fois, c'est plus rapide comme ça. C'est Donc, comme ça. Fait que, le faux voilà. dans tous les domaines, y compris en recherche, mais c'est plutôt dans ce coin-là que je m'en vais. D'ailleurs, parlant de prix IARC, je ne sais pas s'il te reste encore quelques minutes, Fred. Oui. Mention spéciale IARC, mais là, on est dans un registre beaucoup moins sérieux. L'IA dans le film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Écoute, moi, j'ai vu ça en 2023. Puis d'ailleurs, le film, il est pas mauvais, là. C'est un très beau film d'action avec un Tom Cruise qui est évidemment l'ego démesuré, puis ça rend la chose un peu comique et divertissant. Mais la vision de l'IA là-dedans, là, c'est wow, ça incarne tout ce que j'haïs. C'est-à-dire que c'est une sorte d'intelligence artificielle informe, tu sais, un peu mythique. Ça sert à rien sinon à mettre le feu ou créer des guerres, là. Donc ça, là, j'ai hâte qu'on en sorte un peu de je pense qu'aujourd'hui, notre compréhension de l'intelligence artificielle est plus raffinée. Puis moi, je rêverais d'une série, tiens, je vous donne une idée si vous voulez partir d'une série. Ça ressemblerait à The Office, mais ça serait des employés mal payés qui nettoient des images de chats pour entraîner ChatGPT 22, là. Ah, ça serait bon. C'est pas pire, ça. Une Ben, histoire ça, on d'annotation. Ça, on serait plus proche là, des dangers réels, de l'absurdité peut-être, des dangers de l'intelligence artificielle. Donc, On est un peu dans une fusillade, là, parce que moi aussi, là, j'ai des films comme ça. Oui, hein? Oui, mais j'ai écouté les 5 premières minutes de Rebel Moon Oui. sur Netflix. Ouais, c'est ça. Paraît-il très mauvais, là. Écoute, mais après 5 minutes, je me suis dit que ça a été écrit par ChatGPT, puis le 3.5, pas le 4, j'ai fermé la TV. Mais c'est un peu ça les critiques en ce moment, là. À écouter ou ne pas écouter Rebel Moon, puis Mission Impossible Dead Reckoning Part 1.
Si vous voulez écouter un bon film, je vous suggère celui-là, mais je vous avertis, la compréhension ou la vision de l'intelligence artificielle, c'est très rétro, là, je dirais, comme façon de penser à l'intelligence artificielle. OK, merci Fred. Ça fait très plaisir. Bye. Merci encore. Écoutez, merci, c'est vraiment généreux, groupe. On part bien notre année. Mon dernier prix Lovelace, je vais le donner justement à mes baristas, mes collaboratrices, collaborateurs. Je leur disais dans les coulisses d'IA Café, j'ai de nombreux défis et projets professionnels, puis souvent je perds le sens de tout ça. Là. On fait toutes sortes de choses, puis on dit oui à gauche et à droite, puis à la fin, on risque de se perdre un peu. Mais ce projet d'IA Café, c'est assurément celui qui a le plus de sens pour moi, qui fait chaque semaine, j'ai la chance de discuter sérieusement, vous l'entendez encore, là? Mais sans se prendre au sérieux aussi, il faut éviter ça aussi, sans se perdre dans les discours. Surtout à l'université, il y a une tendance au discours un peu empoulé, puis des fois un peu cryptique, là. La culture académique, il y a ça un peu. Mais ici, au contraire, là, vous l'entendez, on jase entre amis de sujets passionnants, on prend le temps d'explorer des sujets complexes. On a plusieurs exemples encore aujourd'hui. On ne fait jamais le tour, mais on prend le temps d'essayer, tenter de comprendre. Ça me fait toujours plaisir de les rencontrer au moins une fois par mois, parler de ses intérêts intellectuels avec des amis. C'est rare et précieux. On parle toutes sortes de choses avec les amis, mais prendre le temps de discuter comme ça, je vous suggère de faire ça. Parler de vos intérêts intellectuels avec des amis autour d'un café. Merci groupe. J'en ai deux avec moi. Véronique Tremblay, merci. Merci Jean-François. Merci à toi pour cette initiative-là d'IA Café. C'est bien le fun. Merci Stéphane. Merci à Stéphane Minéo. Merci à vous deux et merci au public. Et merci à Fred qui me dira pas merci parce qu'il n'est pas encore en studio, mais je vais l'ajouter un peu plus tard avec l'édition. Et au nom de toute l'équipe d'IA Café, excellente année 2024. On va souhaiter une autre année extraordinaire en intelligence artificielle. Une année remplie de Gemini, de copilote, ça s'en vient. C'est sûr, ChatGPT, ça va durer. De Mistral, d'informatique quantique, nous a-t-on promis. En tout cas, ça s'en vient. Puis on va être là avec vous pour y penser, y réfléchir avec vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci donc d'avoir écouté cet épisode de d'IA Café. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Prenez soin de vous et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.